Aboubacar Shekau serait bel et bien vivant. Le chef du groupe islamiste Boko Haram défie Idriss Déby Itno et Muhammadu Buhari. L'avenir du Soudan du Sud se joue ce lundi à Addis Abeba. C'est la date butoir donnée aux belligérants pour signer un accord de paix. En Indonésie, un avion s'est écrasé dimanche avec 54 personnes à bord ainsi que 420 000 € en liquide. Troisième catastrophe en moins d'un an dans le pays. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Journal sur Sika. Aboubacar Shekau a démenti dimanche avoir été tué ou remplacé à la tête du groupe islamiste Boko Haram, comme l'avait laissé entendre le président tchadien, l'accusant lui et le président nigérian de mensonges. Il dit toute sa gratitude à Allah car grâce à lui, il n'a pas disparu et qu'il ne mourra pas avant que son heure soit arrivée au bon vouloir de Allah. Aboubacar Shekau se vante ainsi dans un enregistrement audio diffusé dimanche sur des réseaux sociaux. L'authenticité du message a été vérifiée par le groupe d'experts en renseignement SAIT et la voix figurant dans l'enregistrement est similaire à celle qui a pu être entendue sur les précédents messages d'Aboubacar Shekau. Dans ce message de 8 minutes en Haoussa, Aboubacar Shekau accuse le président Idriss Déby Itno d'être un hypocrite et un tyran. Nous poursuivons donc ce journal pour restant toujours au Nigeria. Le Congrès progressiste APC, parti au pouvoir, se dit scandalisé par le pillage ahurissant des fonds publics. Il apporte sa caution au président Muhammadu Buhari, résolument engagé à réformer le secteur pétrolier du plus gros producteur de brut d'Afrique. Un secteur gangréné par la corruption et frappé de plein fouet par la chute des cours mondiaux. Images et son. 6 milliards de dollars, soit 4,3 milliards d'euros de manque à gagner par an. Ce sont là les estimations chiffrées des vols et détournements de pétrole brut notés au niveau du premier producteur de pétrole du continent africain, le Nigeria. Un crime économique qui, au dire du Congrès progressiste, parti au pouvoir, dépasse l'entendement et ne saurait rester impuni. En conséquence, il réclame que les milliards de dollars volés dans le secteur pétrolier comme dans les autres secteurs soient récupérés. Comme en écho à ses engagements à combattre la corruption et le gaspillage généralisé, notamment dans le stratégique secteur pétrolier qui fournit à l'État fédéral l'essentiel de ses revenus, le président nigérian Muhammadu Buhari a limogé le conseil d'administration de la compagnie pétrolière nationale, la NNPC, considérée comme un nid à corruption. Aussitôt interpellé, Emmanuel Kachikwe, le nouveau directeur général de la compagnie, a promis un audit complet des comptes et du personnel. Le chef d'État nigérien a quant à lui assuré que son administration mettra en œuvre les réformes nécessaires et initiera de nouvelles politiques pour augmenter les revenus nationaux issus de la production du pétrole et du gaz. Il s'est en outre engagé à améliorer la sécurité pour favoriser les investissements en luttant contre le vol de pétrole, la piraterie maritime et les actes de vandalisme des pipelines. Le Congrès progressiste salue cette nouvelle ligne de conduite et appelle alors tous les Nigérians à soutenir l'administration Buhari afin que les coupables d'actes de prévarication soient traduits en justice et que des mesures soient prises pour empêcher les vols à l'avenir. Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes ivoiriens, a annoncé la création de son parti politique. Son mouvement, le Congrès panafricain des jeunes patriotes, COJEP, est transformé en parti politique désormais. Charles Blé Goudé a annoncé que le nouveau parti se battra pour la paix en Côte d'Ivoire, mais qu'il ne se présentera pas à la présidentielle d'octobre prochain. L'ex-président par intérim du COJEP a ajouté que le COJEP signifie désormais Congrès pour la justice et l'égalité des peuples. Charles Blé Goudé, leader du Congrès des jeunes patriotes, attend son procès à la Cour pénale internationale. Il a été accusé de crimes contre l'humanité par la CPI.
Le président sud-soudanais Salva Kiir assistera finalement au pourparlers de paix à Addis Abeba ce lundi même. Dans le but de mettre fin à la guerre civile, il est revenu sur une précédente décision de ne pas s'y rendre. Les belligérants sont soumis à une forte pression internationale. Suivez. Le gouvernement du Soudan du Sud et les rebelles ont jusqu'à ce lundi pour signer un accord afin de mettre fin à 20 mois de guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Samedi, le gouvernement du Soudan du Sud a affirmé que le président Salva Kiir ne participerait pas directement à ces pourparlers et qu'il enverrait son vice-président à Addis Abeba. Mais dimanche, après des consultations avec les leaders régionaux qui sont déjà arrivés à Addis Abeba, il a décidé de s'y rendre en personne. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais les récents changements m'y ont poussé. C'est pour ça que j'ai convoqué cette réunion ce matin pour informer le peuple de ce qui a changé dans l'accord de vendredi. Même si je ne suis pas content, je dois faire acte de présence parce que si je n'y vais pas, des mauvaises langues iront dire que je suis celui qui empêche un accord de paix d'être signé. À Juba, le ministre des Affaires gouvernementales a toutefois indiqué que bien que Salva Kiir se rendrait dans la capitale de l'Éthiopie voisine, il ne serait pas possible de signer un accord de paix complet tant que toutes les factions rebelles ne seraient pas présentes à la table de négociation. En début de semaine, plusieurs chefs rebelles, dont Peter Gadet, chef de guerre frappé début juillet par des sanctions de l'ONU, avait annoncé faire scission de la rébellion. Un accord de paix non soutenable ne peut pas être signé. Il faut signer quelque chose si on est d'accord. Si on signe aujourd'hui et on repart en guerre demain, qu'est-ce qu'on y gagne? Regardez le groupe qui s'est séparé de Riek Machar, le groupe des généraux. Ils disent que même si un accord est signé avec Riek Machar, ils ne le respecteront pas et continueront de se battre. Si cet accord n'est pas respecté, quel est l'intérêt? Des diplomates ont mis en garde contre tout échec dans la signature d'un accord de paix, menaçant les parties rivales de conséquences sérieuses. Il faut dire que la guerre civile au Soudan du Sud a débuté en décembre 2013 lorsque Salva Kiir a accusé son vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Les violences à forte connotation ethnique ont fait depuis lors des dizaines de milliers de morts avec de terribles atrocités contre les civils dans un pays déjà accablé par la pauvreté. En Afrique du Sud, plusieurs milliers de personnes ont rendu hommage dimanche aux 34 mineurs abattus par la police il y a 3 années lors du massacre de Marikana. C'était lors d'une cérémonie au cours de laquelle les manifestants ont été rejoints par les leaders des 2 principaux partis d'opposition sud-africains. Plus de précisions à travers ce reportage. C'est sur le lieu où le massacre s'était produit il y a 3 ans que des milliers de manifestants se sont réunis pour rendre hommage aux 34 mineurs abattus. Un hommage marqué par la présence des leaders des 2 principaux partis de l'opposition. Lors de leurs discours respectifs, le chef de l'Alliance démocratique et le leader des combattants pour la liberté économique ont pointé d'un doigt accusateur le pouvoir en place. Si la commémoration du 3e anniversaire du massacre de Marikana a suscité l'engouement auprès de ces manifestants et des leaders de l'opposition, elle ne semble pas avoir le même effet sur les membres du gouvernement. La preuve en est l'absence remarquée de ses représentants au cours de la manifestation. Aucune cérémonie officielle n'a été organisée par le gouvernement, mais le président sud-africain Jacob Zuma s'est exprimé via un communiqué dans lequel il faisait appel à l'Union nationale. Il a par ailleurs réaffirmé que les recommandations du rapport de la commission d'enquête indépendante, publié en juin dernier, étaient prises au sérieux par le gouvernement. Le rapport en question préconise l'ouverture d'une enquête pénale contre les policiers responsables de la mort des mineurs, mais il exonère de toute responsabilité les autorités politiques.
En Indonésie, des équipes de secours se dirigent dans une région montagneuse isolée où des débris d'avions ont été repérés après le crash d'un ATR-42 avec 54 personnes à bord et quelques 420 000 € en liquide. Il s'agit de la troisième catastrophe aérienne en moins d'un an dans ce pays d'Asie du Sud-Est, affichant un piètre bilan en matière de sécurité aéronautique. Le biturbopropulseur ATR-42 transportait 44 passagers adultes, 5 enfants et 5 membres d'équipage, ainsi que 420 000 € en liquide. Cet argent entreposé dans 4 sacs était des fonds publics convoyés par des responsables de la Poste pour être distribués à des familles pauvres de la province. La Papouasie est souvent desservie par de petits appareils et la météo a été à l'origine de plusieurs accidents ces dernières années. Et c'est avec cet élément que nous allons vers la revue de presse du jour. À nouveau, bienvenue. Nous recevons à présent Joël Yetonji pour la revue du jour. Joël, bonjour. Bonjour Claire. Et ce matin, tout baigne. Ça fait plaisir. Nous démarrons cette revue par des nouvelles du Nigeria où Boko Haram change quand même de nom et devient groupe État islamique de l'Afrique de l'Ouest. Aboubakar Shekau, alors donné pour mort, a ressurgi. Eh oui, c'est la grande surprise, nous apprend le Daily.com. Un cinglant camouflé avec cette réapparition pour Buhari et Derby. Face aux hymnes de s'interroger, alors que vaut désormais le coup de poing de Buhari. Et au Mali, l'accord de paix semble à nouveau dans l'impasse. L'impasse, c'est le moins qu'on puisse dire. Malijet rapporte, la CMA viole le cessez-le-feu en s'attaquant au Garcia à Touzik, près de Kidal. Maliweb de se demander que veut finalement la CMA. Le pays de relever, reprise des hostilités au nord Mali, le mythe de Sisyphe à l'œuvre. Le Sphinx, ses agissements constituent à n'en point douter, souligne le quotidien malien, des menaces sur les élections locales en vue. Et au Burundi, encore un assassinat crapuleux dans haut gradé de l'armée. Eh oui, c'est Jeune Afrique qui rapporte la nouvelle. Il s'agit de l'assassinat d'un ancien chef d'état-major de l'armée. Iwasu de titrer l'insécurité généralisée, le lot quotidien des citadins au Burundi. Africa Time lui a mis en garde contre un risque potentiellement catastrophique pour le pays et toute la région. Quant à la Côte d'Ivoire, les populations de l'ouest du pays ont vécu des heures chaudes ce week-end. Des heures très chaudes, c'est Soir Info qui rapporte la nouvelle. Samedi dernier à l'ouest, toute la localité a été attaquée par des assaillants. Révélation sur le commando, situation politique, mais si depuis Paris, des pro-Ouattara et pro-Gbagbo se tabassent, les forces de l'ordre françaises ont dû riposter. Le Temps nous parle de casse au meeting de la CNC à Korogo, c'est dans l'ouest du pays, le film de la barbarie du RDR, les hommes qui ont tout planifié, comment les organisateurs ont été sauvés de justesse. Le Patriote revient sur les faits, mais avec toute autre lecture, meeting avorté de la CNC à Korogo, l'intorse pour cacher le fiasco. Malgré l'autorisation des autorités, aucun militant sur le lieu de la manifestation. Les explications du préfet de région et la mise au point du RDR. Et au Bénin, toujours et encore, cette affaire PPEA2 au devant de la scène. Oui, toujours et encore, juste trouvé. La Nation nous parle de l'affaire PPEA2, la levée de l'immunité du député ministre au moment des faits, Barthélémy Kassa, en examen à l'Assemblée nationale. À Cotonou, le site d'information béninois, Barthélémy Kassa fixé sur son sort. Ce jour, la Nouvelle Tribu qui nous parle du retour du juge Oussou, enfin chez lui. Mais ses compagnons sont expulsés du Bénin. Ils vont devoir regagner leur pays d'origine. C'était la revue de presse, Joël Yetonji. Tout à fait, une nouvelle page pour ce début de semaine, mais demain, un nouveau jour pour d'autres informations. Absolument, merci à vous. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Ravi de vous l'avoir présenté. On se dit à très bientôt pour d'autres informations.